Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laura Loussararian. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Oui, merci de m'avoir invitée. Alors racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate. Alors, comment et pourquoi ? Comment ? Parce que j'ai fait la fac de droit avec une idée un peu préconçue, je veux être juge pour enfants, qui me traînait dans la tête depuis très longtemps. Et puis, en cours d'études en troisième année, entre la troisième année et la quatrième année, j'ai dû faire un stage en cabinet d'avocat. Il se trouve que j'avais eu un accident de la circulation quelques mois auparavant, que j'avais rencontré maître Pascal Alouche, qui est avocat au barreau de Marseille, qui représentait mes intérêts pour que je sois indemnisée. Je lui ai demandé si elle voulait bien m'accueillir en stage pendant 3 semaines. Et donc, j'ai fait un stage chez elle et son mari à l'époque, Eric Campana. Il y avait Karine Mouillac aussi, je crois, qui était collaboratrice à l'époque. Et ça m'a passionnée. C'était un mélange de droit des assurances, un peu de droit pénal, il y avait un peu de tout et bien évidemment du préjudice corpo. Et j'ai trouvé ça super. Et donc, je me suis dit, OK, je bifurque. J'ai décidé ma 4e année en fonction des matières prérequises pour faire du droit des assurances. Et je me suis engouffrée dans la brèche pour après devenir avocat en droit des assurances. Et quand vous avez eu votre accident de la circulation, est-ce que pour vous, ça avait été évident d'appeler un avocat, d'avoir recours à un avocat ? Même pas. Ouais. Pour tout vous dire, j'ai d'abord géré la situation avec l'assureur familial de mes parents, qui m'a dit qu'il fallait que je remplisse tel document, etc. Et c'est elle qui m'a recommandé un avocat, un médecin expert. Et en fait, on m'a expliqué comme ça comment tout ça fonctionnait. Ouais. C'était parfait, quoi. J'ai été très bien prise en charge. Et pourquoi le droit des assurances ? Parce que je l'ai découvert là-bas, lors de ce stage. Ça m'a passionnée. J'ai trouvé que c'était assez technique, assez intéressant. Je connaissais pas du tout. Et puis, je me suis dit, allez, banco. J'avais un profil plutôt droit privé que droit public. J'ai toujours eu une espèce d'allergie au droit public. Et le droit des assurances, ça me plaisait bien. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'avais traité pour Eric Campana à l'époque. Il m'avait confié des recherches à faire pour un dossier de annulation de contrat pour fausse déclaration d'une personne qui s'était déclarée conducteur principal, qui ne l'était pas. Enfin, c'était un truc un peu particulier. Et il y avait un peu le côté fraude. Il fallait faire pas mal de recherches. Il y avait des applications du droit des assurances en droit spécial par rapport au droit commun. Et c'était hyper intéressant. Et ça m'a vraiment emballée. Et donc, je suis partie là-dessus. Et donc après, vous avez fait d'autres stages ? Est-ce que ça a été école d'avocat tout de suite ? Comment ça s'est passé ? Non, après j'ai fait un master 1, droit et gestion du patrimoine, où là j'ai fait du droit des biens avec, je me souviens, Élodie Gavin-Milan Osterlink, qui était génial comme prof. Donc tout ce qui était patrimoine, ça m'a bien intéressé aussi. Et ensuite j'ai fait un master 2 droit et assurance à l'Institut des assurances à Aix, qui était dirigé, qu'il est toujours d'ailleurs, par Marc Bruschi. Et là, j'ai rencontré plein de super copains avec lesquels je suis toujours en relation. Là, dans le cadre de ce master, c'était un master pro, ce qui était assez rare à l'époque à la fac. Il y en avait que 2. Il y avait du droit bancaire et du droit des assurances. Et l'avantage, c'est qu'on était en alternance. Et moi, je suis une fervente admiratrice et supportrice des masters en alternance et des formations en alternance en général. Et donc, j'ai fait 15 jours d'alternance en entreprise à Paris, chez un agent général d'assurance, et 15 jours de fac à Aix, et ça pendant 1 an. Ok, et ensuite école d'avocat. Ensuite école d'avocat. De toute façon, quand je suis rentrée dans le master assurance, je savais que derrière c'était pour être avocat. J'ai pas trouvé d'alternance en cabinet d'avocat parce que ça ne se faisait pas vraiment et j'avais pas de réseau. Et donc je suis partie en région parisienne. On va passer sur l'alternance qui s'est pas super bien passée. C'était un profil un peu particulier comme maître de stage, mais passons. En revanche, la formation à la fac était top. Et après, je savais que c'était un bagage super solide pour rentrer dans un cabinet qui faisait du droit des assurances. Donc, vous étiez montée à Paris dans le cadre de cette alternance. Oui.
Et vous y êtes resté pour tout ce qui est IEJ Non, je suis redescendue, j'ai fait l'IEJ à Aix. En fait, j'ai la chance d'avoir de la famille en région parisienne, donc j'étais logée chez ma cousine 15 jours par mois, ce qui était pratique parce qu'il faut dire que quand même quand on fait 15 jours par mois, pour trouver sinon une solution si vous êtes en dehors de chez vous, c'est un peu la galère. Donc moi, j'ai fait ça m'a permis d'avoir une petite expérience de la vie professionnelle parisienne et surtout du tracas des transports et des heures passées dans les TER, métro, retard et autres joyeusetés. Et j'étais ravie de redescendre à Marseille au soleil et j'ai fait l'IEJ à Aix. Je me suis inscrite juste après avoir validé mon master. J'ai fait 1 an d'IEJ et comme l'IEJ c'était des cours du soir uniquement à partir de 18h, j'ai voulu immédiatement quand je suis redescendue à plein temps à Marseille trouver un stage en cabinet pour justement combler mes journées et je m'étais dit que c'était quand même assez intéressant d'avoir un aspect pratique déjà, ce qui n'est pas prévu dans la formation, enfin qui n'était pas en tout cas à l'époque dans la formation à l'IEJ. Et moi, je voulais absolument déjà avoir un pied dans un cabinet d'avocat. Et donc, j'ai envoyé CV et lettre de motivation en faisant des recherches sur les pages jaunes, en cherchant des cabinets qui faisaient du droit des assurances, du droit immobilier, parce que ça m'intéressait aussi. Et c'est comme ça que j'ai été appelée par Johan Rena, qui m'a contactée suite à l'envoi de ma lettre et qui m'a dit allez, banco, on cherche une stagiaire. Et donc, elle ne m'a pas parlé comme ça, mais elle m'a reçue en entretien. Et puis depuis, je suis là. Depuis, vous êtes là. Depuis, je suis là et c'était en 2008. Donc, ça veut dire que vous avez fait stage d'IEJ ici, puis vous êtes resté ensuite pour... J'ai fait stage d'IEJ, j'ai fait stage une fois que je suis rentrée à l'école d'avocat, le stage d'1 mois. Ensuite, j'ai fait mon PPI. Ensuite, je suis revenue pour le stage de 6 mois et je suis restée... Et alors, j'allais dire cette première collaboration, mais en fait, qui du coup était une continuité de votre intégration ici. Super. Ouais, tout s'est très bien passé depuis le début. Moi, ça fait 14 ans, je crois, 15 ans, je sais même plus, que je suis dans le même cabinet. Alors, du coup, j'ai pas beaucoup d'expérience dans d'autres cabinets nécessairement, à part le stage de 3 semaines qui a fait que je suis devenue avocat. Mais non, super. Une évolution au fur et à mesure, avec une formation hors norme, je pense, par Marielle Plantavin et Johan Rena. Marielle Plantavin qui a fait valoir ses droits à la retraite il y a maintenant 3 ou 4 ans, qui est toujours là. Un sérieux, une rigueur, mais en même temps de la bienveillance. Super, quoi. Est-ce que, justement, le fait d'avoir tout fait dans cette structure, est-ce qu'à un moment, ça vous êtes questionné sur... Parce qu'aujourd'hui, vous êtes associé, donc vous avez fini par vous associer... Enfin, vous avez fini. Votre vie n'est pas finie, mais en tout cas, vous êtes associé avec ce cabinet. Est-ce qu'à un moment, ça a été une question de vous dire il faudrait peut-être que j'aille voir ailleurs, je fasse mon truc de mon côté Bien sûr. Alors après, moi, je fonctionne beaucoup à l'affect. Et c'est vrai qu'ici, c'est mes associés, mais c'est mes amis. C'est des piliers. Et du coup, j'ai une certaine aussi... j'ai un attachement certain, beaucoup aussi de loyauté à l'égard des gens avec lesquels qui m'ont formé d'abord, puis avec lesquels je travaille au quotidien. C'est vrai que pendant un temps, la question se pose quand on est en collaboration. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a le tournant. Comment on va l'appréhender ? Est-ce qu'on va le prendre ? Est-ce qu'on va partir ? Et puis, j'ai été chassée à l'époque par un cabinet de recrutement. Alors j'y suis allée, mais j'y suis allée presque mal à l'aise. J'avais l'impression de trahir un peu la structure dans laquelle j'étais. J'y suis allée pour voir qu'est-ce qu'on me proposait ailleurs. Bon, puis j'ai même pas vraiment donné suite parce que en fait, je me suis rendu compte que j'étais bien ici et que non, c'était ici que je voulais évoluer. Donc je suis restée ici. Ce fameux tournant ici, il est venu au bout de combien de temps ? Il s'est fait au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand j'étais en stage à l'IEJ, assez rapidement, on s'est bien entendu et surtout, je pense que oui, chacun sa porte, on est assez complémentaires. Moi, j'avais envie de travailler et le cabinet m'a offert l'opportunité de revenir après pour le stage d'1 mois. On est resté en relation et puis ensuite, quand j'ai fait le stage d'1 mois, quand j'ai validé l'IEJ la première année, parce que je pense que j'avais du coup une formation pratique en étant en stage en parallèle de l'IEJ. D'ailleurs, à l'époque, c'était même pas un stage conventionné, on n'avait pas vraiment le droit d'être en stage en parallèle, donc on a fait ça. On a quand même trouvé un support, mais bon, c'était pas le cadre normal, on va dire. Ce que je trouve très dommage, moi, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on apprend, et je pense vraiment que c'est grâce à la formation que j'ai eue
pratique ici pendant cette année de préparation à l'IEJ que j'ai réussi l'examen la première année. Et après, quand j'ai intégré le cabinet pour le stage d'1 mois, d'ores et déjà, je savais que je ferais mon stage de 6 mois. Et assez rapidement, Marielle Plantavin et Joanne Reyna m'ont dit qu'elles voulaient que je revienne ensuite comme collaboratrice. Donc, c'était assez confortable pour moi de savoir déjà que j'avais une place de collaborateur qui m'attendait, sachant qu'à l'époque, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Il n'y avait pas autant d'offres de collaboration, il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, c'était assez confortable. Et puis ensuite, la collaboration a commencé quand j'ai prêté serment en 2012. En réalité, pendant tout le cours de l'école, là, pareil, c'est pas vraiment autorisé parce que c'est pas une formation en alternance, mais moi, quand j'avais pas les cours à l'école, je venais au cabinet. Donc en fait, j'ai toujours maintenu un lien avec le cabinet. J'ai toujours continué à travailler. Quand j'avais cours, j'allais en cours, bien sûr. Et ensuite, je suis arrivée en collaboration. Du coup, j'étais déjà là, en fait, dans les locaux depuis un certain temps. Ça faisait déjà 3 ans et demi au gré des différents stages. Et puis ensuite, la collaboration s'est très bien passée. Je suis tombée enceinte de mon premier enfant en 2014, au moment où on commençait à évoquer l'éventualité d'une évolution au sein de la structure. Ah, donc au bout de 2 ans déjà, on vous a parlé de potentielle association ? Oui, parce que on était dans un... Alors, c'était pas association, mais c'était, voilà, tu as des perspectives d'évolution dans la structure et en tout état de cause, il n'y avait pas de fin prévisible à la collaboration, c'était plutôt on veut continuer ensemble. Et puis, il faut savoir aussi que Marielle Plantavin était plutôt... envisager de mettre un terme à sa carrière professionnelle dans les 10 ans qui venaient. Donc, comme on avait une équipe assez stable, ça faisait partie de l'évolution possible. De réfléchir à la transmission. Exactement. Alors, bien évidemment, je ne remplacerai jamais Marielle Plantavin, c'est pas le sujet. Mais voilà, d'intégrer la structure au fur et à mesure, pas que moi, mais de voir comment on allait pouvoir continuer à poursuivre ensemble un chemin commun, en tout cas. Et donc, vous tombez enceinte à ce moment-là ? Je tombe enceinte en mars 2014, je le dis tout de suite. En plus, on venait d'avoir cette conversation sur le éventuellement, si ça vous intéresse, il y aura des perspectives d'évolution. Alors, pas du tout à brève échéance, parce que j'avais 2 ans de barre, donc c'était pas vraiment le sujet du moment. Mais je me suis dit, donc très bien, je vais redoubler d'efforts pour montrer mon intérêt au cabinet, à la structure, montrer que j'ai envie et que même si je suis enceinte et que je vais avoir un enfant, je vais réussir, je vais tout faire en tout cas pour continuer à bosser, à m'investir au sein du cabinet, montrer que j'ai envie de rester là, quoi. En vous donnant ces perspectives, on va dire, de potentielle évolution, est-ce qu'ils vous avaient aussi dit, d'une certaine façon, ce qu'ils attendaient de vous pour que ça se réalise ? Est-ce qu'ils vous avaient dit, une association, ça se fera avec le développement d'un chiffre d'affaires ? Est-ce que ça se fera avec... est-ce qu'il y avait une forme de traduction aussi de ce qui allait pouvoir le rendre possible, on va dire ? Il n'y avait pas de critères impératifs posés très clairement avec des objectifs à atteindre, etc. De toute façon, on n'a jamais été dans ce type de relation. On a toujours fonctionné sur la confiance, sur l'investissement, sur le travail. Et donc, l'idée, je pense, mais après, je peux pas parler pour Joanne Reyna et Marielle Plantavin, mais c'était, je pense, de dire, la façon dont tu évolues dans la structure, si ça se poursuit dans ce sens-là, ça nous convient. Avec probablement, oui, j'avais une clientèle que j'ai développée qui a démarré avec la suite de mon PPI, en fait. Donc, j'ai eu cette chance-là. Mon maître de stage en PPI m'a donné ma chance et donc j'ai développé une clientèle grâce à lui aussi. Et du coup, j'avais une petite clientèle émergente qui pouvait être assez intéressante aussi. J'avais pas d'objectif de chiffre d'affaires à faire pour être intégré comme associé, ce qui se fait beaucoup dans les structures, mais nous, on n'a jamais fonctionné comme ça. C'est vraiment, je pense, sur les valeurs confiance, travail, rigueur, motivation et puis l'entente, quoi. Ouais. Justement, vous dites que vous avez développé assez tôt une clientèle personnelle, donc notamment par... la première opportunité donnée par votre maître de stage de PPI. Ce PPI, où est-ce que vous l'avez fait ? Alors, ce PPI, je l'ai fait avec Olivier Carvin, qui était le dirigeant du groupe Maranatha,
qui était un groupe hôtelier. Alors Olivier Carvin, il avait un profil très intéressant. Il était expert comptable et à côté de ça, il avait une passion pour les métiers de l'hôtellerie. Et donc, il est parvenu au fil des années à acquérir plusieurs hôtels. Et ensuite, il a créé un groupe avec un concept en quelque sorte. Après, le groupe a connu des déboires juridiques, mais peu importe, ça n'entame en rien la personne qui était Olivier, que moi j'apprécie énormément. Et donc après on vendait, quand j'étais en PPI là-bas pendant 6 mois, je faisais 1 ou 2 jours par semaine au sein du cabinet d'expertise comptable. Donc, ce qui m'a apporté beaucoup de choses, tout un pan que je connaissais absolument pas. Et les autres jours de la semaine, je travaillais dans le groupe hôtelier. Et en fait, on vendait des biens à des personnes qui défiscalisaient sous des dispositifs avec des avantages les fiscaux. les trucs, les machins. C'était en l'occurrence, c'était des celliers, bouvards, tout ce qui est LMNP, loueurs meublés non professionnels qui achetaient en résidence de tourisme. Et donc là, c'était du pratico-pratique. Vraiment, c'était très intéressant. Et ça a super bien matché avec Olivier Carvin, qui est quelqu'un, pareil, qui fonctionne au feeling, rigueur, conscience professionnelle, et il vous accorde sa confiance si vous êtes droit. Si vous êtes droit avec lui. Et donc voilà, ça a bien fonctionné. Il m'avait même proposé de rester avec lui au sein du groupe, mais moi je voulais absolument être avocat, donc non, je suis revenue au cabinet, un peu la mort dans l'âme parce que j'avais fait des super rencontres là-bas. Et donc il m'a confié des dossiers après pour lui, cabinet d'expertise ou pour le groupe. Et en droit des assurances? En droit des assurances pour le cabinet d'expertise comptable, quand sa responsabilité était engagée. En droit IMO, ce qu'on fait principalement au cabinet ici, avec le volet droit des assurances, parce qu'on intervient pour pas mal de compagnies d'assurance, et surtout en droit immobilier, tout ce qui était problématique lié au beau, à l'immeuble en général, problème de construction, pour un certain nombre d'hôtels qu'il a acquis par la suite, puisque la croissance du groupe a été exponentielle, ce qui peut être expliquer quelques difficultés postérieures, mais en tout cas, c'était une super aventure. D'accord. Donc, en fait, progressivement, vous avez développé cette clientèle, et notamment via lui, en droit de l'immobilier / construction. C'est ça. Donc, beaucoup de litiges liés à la construction en elle-même. Oui. Ce qu'on fait ici, en fait. Ce qu'on fait au sein du cabinet Plantatin Arena. Donc, vous êtes pas tellement. Parfait. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas tellement en copropriété sur ces sujets-là. Mais... On en fait aussi. On fait tout ce qui est droit immobilier au sens large. Marielle Plantatin avait une double spécialité, droit public et droit immobilier. Et de toute façon, c'est ce que pratique le cabinet depuis des années et des années. Et donc on intervient sur ces sujets-là. Et c'est vrai que l'opportunité. Moi, j'ai toujours préféré intervenir dans des matières que je connais. Après, c'est un choix. C'est vrai que j'ai jamais développé de clientèle sur des matières où il y avait peut-être des dossiers qui arrivaient plus facilement parce que les gens qui vous connaissent, ils ont plus facilement des problématiques de juge aux affaires familiales ou des problématiques de droit social. Mais moi, c'est des matières que je connais pas, c'est des matières techniques. Et je suis vite partie du principe qu'il valait mieux rester dans la matière qu'on connaissait un peu, même si on connaît jamais tout, on est toujours en train d'apprendre. Mais j'ai préféré me concentrer sur les matières que je connaissais un peu, plutôt que partir à l'aventure sur des dossiers et m'éparpiller au niveau de la clientèle. Ouais. Et ce développement de clientèle, vous l'avez, on va dire, vous avez cherché à le développer de manière intentionnelle ou après ça s'est fait un peu par le cabinet? Enfin, comment ça s'est fait? C'était intentionnel parce que passé un temps, je ne savais pas si j'allais rester au cabinet, quelles seraient les véritables opportunités qui allaient m'être offertes ou si j'allais devoir m'installer. Je sais que beaucoup de confrères s'installent. Alors, je faisais les permanences à l'époque, moi aussi, bien évidemment. Donc les gardes à vue, tout ça. Mais ça, c'est de la clientèle qui reste pas. C'est de la clientèle qui permet d'avoir un fonds de roulement. Mais pour moi, c'est pas une clientèle pérenne et je me voyais pas de toute façon faire ça, en faire vraiment mon quotidien. Donc non, c'était plutôt, je le fais parce que de toute façon, financièrement, c'était indispensable. Et puis ça me plaisait. Et puis surtout, je me disais la clientèle perso que je développe, à terme, je pourrais la valoriser pour justement que ça pèse dans la balance de mon évolution au sein de la structure. Et c'est ce qui s'est fait?
C'est ce qui s'est fait, même si, quand je dis valoriser, on dirait que je parle de centaines de milliers d'euros, c'est très très loin du compte. Mais peu importe, c'est le fait, je pense, d'avoir réussi à combiner une activité intense en tant que collaboratrice, parce qu'on a toujours pas mal travaillé au cabinet, on va pas se mentir. Et c'est vrai que mes dossiers perso, j'arrivais à les développer. J'ai jamais eu de difficultés quand il y avait des audiences ou des rendez-vous d'expertise sur le temps de semaine. Bien évidemment, on m'a jamais fait aucune réflexion. En revanche, c'est vrai que j'avais pris le parti travailler mes dossiers perso sur mon temps libre entre guillemets. Alors à tort, à raison, on peut le critiquer, peut-être. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et je peux vous dire que pendant les 2 premières années de vie de mon fils, tous les samedis matins, il faisait la sieste dans la salle de réunion et moi, je venais bosser mes dossiers perso au cabinet. Il n'en est pas traumatisé. Non, après, c'est des choix. Et quand, justement, au moment de cette association, j'avais cette discussion il n'y a pas longtemps avec une cliente qui est dans une structure où, justement, l'associé qui a créé la structure et qui l'a développée atteint l'âge où la retraite commence à être un sujet. Alors, elle n'est pas du tout prête à partir encore, mais en tout cas, on va dire que elle a 60 ou 65 ans. Voilà, ça fait plusieurs années qu'elles travaillent ensemble. Et elles ont mené pendant, on va dire, 2 ans des discussions justement sur une éventualité de cession, de comment cette transmission pouvait s'opérer. Et en fait, elles n'ont jamais réussi à déboucher sur quelque chose, ce qui est dommage, quoi, parce que c'est. Mais vous, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu, même de manière un peu, j'ai envie de dire, technique et juridique, est-ce que c'était une association par apport en industrie ? Est-ce qu'il y a eu une cession de parts ? Il y a eu une cession de parts. Il y a eu cession de clientèle dans les 2 sens, en fait. Moi, j'ai apporté ma petite clientèle à la structure, ce qui m'a permis aussi de dégager un petit peu de trésorerie. Marielle Plantavin m'a cédé une partie de ses parts, sachant que Johan Reyna était bien sûr à mes côtés pendant tout le processus, puisque à terme c'était avec elle que j'allais surtout travailler, puisque Marielle elle est plutôt sur la fin de sa carrière que sur le début. Et en perspective, on avait Victoria André-Sianfarani, qui est ma 3e associée, qui allait intégrer également la structure, qui est la fille de Marielle Plantavin. Et donc, on avait un schéma qui se dessinait avec 4 associés pendant un temps, puis rapidement 3 quand Marielle aurait arrêté. Et donc, ça s'est fait avec du temps, puisque finalement, je me suis associée en juin 2018. Donc, on a entre 2014, quand vous en avez parlé pour la première fois. Oui, 2014, c'était vraiment, on aimerait voir, mais en tout cas dans l'idée, avoir un avenir commun. Voilà ce que c'était. Et puis, on a transformé la chose au fil du travail, de se connaître, de s'apprécier, d'évolution professionnelle. Et puis, en 2018, on est parvenu à cet accord. Et puis après, Victoria nous a rejoints en qualité d'associée l'année suivante, en 2019. Et puis ensuite, on a été confinés. Marielle, qui a fait ses droits à la retraite en 2019, a arrêté de venir après vraiment. Et puis, on a vraiment. Je suis montée dans le bateau, quoi, qui était mené par Johan Reyna. Et puis, je l'ai rejointe. Et puis après, ça a été Victoria. Et voilà, on est toutes les 3 pour l'instant. Et puis, on vogue. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien dans la structure ? On est 3 associés. On a 4 collaboratrices et demie, puisqu'il y en a une qui vient de nous rejoindre à mi-temps, et on a 2 assistantes. Ouais. Et on n'est que des femmes. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'avais fait un petit, j'avais fait une petite story parce que, donc, comme je vous le disais, je suis fan de votre site internet et de votre choix votre choix d'animation des photos. Vous avez chacune une photo sérieuse et quand on passe dessus, on a une version avec un grand sourire qui s'affiche et je trouve que c'est très très chouette. Et j'en avais fait une petite capture vidéo sur Instagram. Et j'avais reçu un message que des filles, quelque chose comme ça. Ouais. J'avais dit oui, mais on n'a rien contre, mais la profession se féminise. Et puis c'est comme ça, tant pis. On n'est pas contre accueillir un homme, mais
Et vous fonctionnez souvent par incrément de mi-temps, on va dire, au moment d'augmenter, ou non, c'était une opportunité? Pas du tout. C'est une opportunité qui s'est présentée à nous avec une consoeur qui a un profil qui change de ce qu'on a pu connaître nous ici, avec beaucoup de clientèle perso, plus d'années de bar que moi, et une volonté de maintenir cette clientèle perso, et donc pas de disponibilité à temps plein. Il vaut mieux être clair sur les choses dès le départ. Et donc voilà. Une arrivée, elle vient de déménager hier, donc on n'a même pas encore commencé vraiment à travailler avec elle. Et alors, comment est-ce que vous envisagez les choses pour la suite? C'est quoi vos... Enfin voilà, ça fait 10 ans que vous êtes avocate? J'ai prêté serment en janvier 2012. 10 ans que vous êtes avocate, 14 ans que vous travaillez globalement que je suis ici. Ouais. Comment vous avez encore une longue vie professionnelle devant vous? Comment vous l'entrevoyez? Avec mes associés déjà, ça c'est sûr. On s'entend bien, on fonctionne bien ensemble. On a le même... on s'équilibre, on va dire. On a le même point de vue sur les dossiers. On se complète. On est beaucoup dans la communication entre nous. On s'entraide. Les portes sont jamais fermées. On discute beaucoup des dossiers, des stratégies. Qu'est-ce que je fais? J'assigne pas. Enfin, c'est un mode de fonctionnement qui me convient bien. Après l'évolution, j'ai pas de... Moi qui fais pas mal de plans sur la comète, je vous avoue que là, depuis un certain temps, et les chamboulements que je rencontre, j'en fais plus. Et je me dis, on verra. Tant que ça fonctionne bien, je ferme aucune porte à l'évolution dans la structure des uns, des autres. Tant que tout le monde travaille bien, qu'on s'entend bien, qu'il y a une bonne ambiance et que les gens sont heureux d'être là, je ferme aucune porte. Pourquoi vous avez parlé de plans sur la comète? C'est quoi vos plans sur la comète? Avant, j'étais beaucoup comme ça. J'avais un cadre assez défini. J'étais assez... c'est un peu sur le perso, mais j'étais assez petite fille. Voilà, à tel âge, il faut être marié, il faut avoir des enfants, il faut avoir telle évolution professionnelle. Et maintenant, je me dis, mais en fait, c'est beaucoup trop figé. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est aussi des opportunités. C'est parfois des choses qui se passent pas comme on avait prévu, des rebondissements. Et puis c'est pas plus mal. Ça a son lot de surprises. Et puis voilà. Du mouvement. Et vous avez évoqué des chamboulements aussi. Il y a eu des chamboulements dernièrement qui... Oui, dans ma vie perso un peu. Donc c'est pas grave, de nouveaux défis. Ouais, Vogon. Vogon, voilà. Donc non, mais aucune difficulté en particulier. Il y a rien de dramatique, mais voilà, des changements sur le côté vie perso. Voilà. Voilà, qui font qu'aujourd'hui vous prenez On s'adapte. Voilà. Quelle est votre dernière joie? Ma dernière joie, c'est, je pense, d'avoir vu une vidéo de ma fille hier en train de faire de la danse classique, alors qu'elle fait du yoga. Elle est en petite section de maternelle et j'ai trouvé qu'elle était vraiment chouette. Donc ça m'a mis les larmes aux yeux. C'est ma toute dernière. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe? Toujours des chaussures à talons. Enfin, c'est pas sous ma robe pour le coup, c'est au pied de ma robe. Et c'est vrai que quand je plaide, je m'habille toujours bien, entre guillemets. Ça me donne de la confiance. Je trouve que c'est aussi une marque de respect vis-à-vis du client qu'on va représenter, vis-à-vis de la juridiction devant laquelle on se présente. Ça m'apporte une touche de confiance. Si je suis bien habillée, bien maquillée, avec des talons, je suis mieux armée pour aller plaider. Ça me fait penser à mon échange avec Emmanuelle Barbara, qui fait du droit social à Paris, qui porte de très hauts talons quand elle va en juridiction, et elle dit qu'elle aime toiser ses interlocuteurs. Alors moi, c'est pas pour ça, parce que je pense que je suis un peu trop timide, même si je suis facilement à l'aise, mais c'est pas dans ce sens-là. Alors ceci dit, je vous parle de talons à porter, mais je vous précise quand même une petite anecdote récente. Je suis intervenue dans le cadre d'un colloque au tribunal de commerce, un colloque organisé par l'ASIC, grâce à Marie-Christine Vassiliev, qui travaillait avec nous, au sein des locaux, et dont on a repris la clientèle quand elle est partie à la retraite. Et Marie-Christine donc m'a introduite dans ce colloque, et j'étais tellement stressée. C'était la première fois que j'intervenais dans un colloque avec un parterre de juges du tribunal de commerce, des magistrats également du tribunal judiciaire. C'était un colloque de droit de la construction et tribunal de commerce. Donc j'étais quand même stressée plus. Et donc j'ai mis des talons,
forcément. En fait, à la fin de mon intervention, je pense que quand la pression a commencé à retomber, c'est moi qui suis tombée parce que j'ai raté la marche. Et avec mes talons, je me suis fait une magnifique entorse. Et j'ai été récupérée par le président de l'ASIC au pied de l'estrade. Et c'était assez drôle, a posteriori. Et sur le moment, j'étais rouge de honte. Mais voilà. Mais heureusement, quand je plaide, je ne tombe pas. C'est tout ce que je vous souhaite. Je fais une parenthèse parce que vous avez parlé de l'achat d'une clientèle que vous avez faite. Donc, vous avez aussi eu avec le cabinet une dynamique un peu de croissance externe. Oui. Vous l'avez fait une fois ou vous l'avez fait plusieurs fois, ça, des rachats de clientèle? On l'a fait qu'une fois pour l'instant, mais c'est vrai que on fonctionne un peu à l'opportunité. Marie-Christine Vassiliev travaillait dans les mêmes locaux que nous. Et quand elle a décidé de partir, assez naturellement, elle nous a proposé de récupérer sa clientèle qui était intéressante à plusieurs égards pour nous parce qu'il y avait un volet immobilier, il y avait des syndics de copro, une compagnie d'assurance. Et donc, comme on travaillait avant en synergie avec elle, c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement. Et puis, ça s'est bien passé. On a récupéré, on a toujours d'ailleurs une partie de sa clientèle qui est restée avec nous. Ouais, vous diriez que justement sur cette clientèle, vous avez une vision un peu du pourcentage qui est resté, qui s'est pérennisé? Non, parce que je suis assez nulle en tout ce qui est vision très chiffrée des choses. Disons que tout ce qui était client institutionnel est resté. Ouais. Ceux qui étaient clients entre guillemets particuliers avec peut-être un plus fort intuitu personné ou des dossiers qui sont en one shot, on va dire, les dossiers qui se sont terminés où les gens ont plus de besoin, non. Après, on a gardé quelques clients particuliers qui nous ont confié de nouveaux dossiers avec lesquels on continue à travailler. Donc, c'est une session qui s'est bien passée et franchement, je pense pas qu'on ait eu beaucoup de pertes entre guillemets. Finalement, c'est un sujet dont on parle assez peu, les sessions de clientèle et qu'est-ce qui font que c'est une réussite ou un échec. J'avais eu un bon échange là-dessus avec Simon Wawrinski à Strasbourg. Oui, que je connais bien, c'est le président de la Fédé. Ouais, qui avait partagé son retour d'expérience de l'achat de clientèle qui avait été fait par son épouse auprès d'un avocat dans le secteur des transports. Et voilà, il expliquait que ça s'était aussi bien passé parce que l'avocat cédant avait vraiment fait ce travail de mise en relation, de pérennisation des liens, de tout ça, quoi. C'est pas de la marchandise, en fait. Et à partir du moment où on a compris ça, je pense, on a les grandes lignes de quelque chose qui peut fonctionner. Nous, avec Marie-Christine, c'est vrai qu'on avait quand même pas mal de valeurs communes. On se connaissait. Il y a eu de la présentation de clientèle, de la véritable transmission. Marie est restée assez présente quand on avait besoin. Par la suite, quand des gens l'ont rappelée pour lui confier un nouveau dossier, elle a dirigé systématiquement vers le cabinet. Parfois, on a fait des rendez-vous en commun avec elle. Donc, il y a vraiment eu un véritable accompagnement, ce qui fait que ça peut fonctionner. Si vous vous cédez les clientèles comme si vous cédiez n'importe quel bien matériel, ça peut pas marcher. On n'est pas dans un métier où on vend de la chose. On vend aussi de l'humain, de la relation, de la qualité. C'est pas possible sinon. Bon, merci en tout cas pour ce partage d'expérience. Et puis au global, merci pour ce partage d'expérience. Merci à vous. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!